J'ai présenté le travail qui a été fait. Donc, ils ont travaillé avec un intervenant professionnel qui est Jérôme Césio. Je travaille donc sur ces interventions-là avec la Maison du Théâtre à Jasson. Mais j'ai une compagnie dont je suis le directeur artistique et metteur en scène et comédien qui s'appelle la Face Nord Compagnie. La Face Nord, il y en a pas mal dans le coin. Oui, vous excusez. Et donc voilà, on est sur un travail un peu engagé cette année. Je suis désolée, c'est un pavé. Je n'ai pas réussi à l'alléger. Et voilà, donc il est dans toute sa masse, dans tout son poids, on va dire. Donc on travaille cette année sur un auteur anglais qui s'appelle Edward Bond. Et on avait déjà travaillé dans l'option sur des textes d'Edward Bond il y a quelques années. Donc cette année c'est assez particulier. On a choisi de travailler avec mes deux collègues Sarah Ansou et Jean-Jacques Nérien sur théâtre et politique. Jean-Jacques a travaillé plutôt sur le grand cahier de la secrétaire. Vous pourrez voir les travaux des premières et des secondes mercredi prochain à partir de 18h30. Mais pour les terminales et les premières, nous avons travaillé sur le thème théâtre et politique. Alors donc moi j'ai choisi de travailler sur des fondamentaux, on va dire, pour ce qui est de la politique au théâtre au XXe siècle, donc sur Bertolt Brecht et sur Edward Bond. Je les ai choisis donc parce que c'était des éléments fondamentaux de l'histoire du théâtre du XXe siècle, mais aussi du théâtre tout court, on va dire, mais aussi parce que pour moi c'était un retour sur les traces de l'option telle que j'ai pu la traverser ces dernières années. C'est un moment particulier parce que Jean-Jacques va prendre sa retraite en fin d'année et nous allons donner en pleine. Donc moi je le vois partir avec beaucoup d'appréhension. On va faire un élément dynamique, créatif, créateur, plein de choses. Affilié. Et j'appréhende beaucoup. Voilà. Donc je confie en l'appréhension. Et donc pour moi c'était assez symbolique de revenir sur ces traces vraiment presque. C'est aussi un travail qu'on avait fait il y a plusieurs années avec Edith et Jean-Jacques, qui sont vraiment les éléments fondateurs de cette option et que je tiens à remercier parce que cette option n'existerait pas sans eux. Voilà. Donc vous allez voir, votre travail est terminé, je me souviens avant de pleurer. Ah oui, juste une chose. Je vous assure qu'on peut survivre 40 minutes sans ça. Donc merci de les éteindre complètement, même pas sur l'ouvreur. Essayez pas de filmer avec, ça donne rien. Profitez du moment. Reste le temps de les éteindre d'ailleurs. Je suis là. Les créatures, nous savons que nous sommes de passage entre la naissance et la mort et désirons enseigner à chaque nouvelle conscience d'être profonde et claire comme un océan de cristal à travers lequel nous pourrions voir le lit de l'océan et d'une rive à l'autre. Nous parlons de nos enfants avant qu'ils ne soient nés. Les portons avant de pouvoir les tenir. Pliant leurs effets,
et préparant leur lit avant leur premier réveil. Semant, moissonnant et mettant sur le marché leur nourriture avant qu'ils ne puissent manger. Pour eux, nous construisons des rues avant qu'ils ne puissent marcher et les préservant de la maladie avant qu'ils ne respirent. Ils grandissent dans un ventre pendant 3 saisons et dans ce temps, le monde peut vieillir de 10 000 ans. Quand ils naissent, les mains de mécaniciens, de ménagères, pilotes, designers, maçons, chauffeurs se joignent afin de les recevoir. Aucun héros ne reviendrait d'exil vers une contrée plus accueillante. Aucun président ne prend ses fonctions après de tels préparatifs. Aucun vainqueur n'est célébré avec autant de joie. Nous ne devrions donc pas nous étonner qu'autrefois, les enfants aient cru que les dieux veillaient sur le monde. Mais maintenant, nous les tuons. Autrefois, il y avait des survivants pour dire que soudainement, le monde devint une planète de jouets. Une énorme balle rouge gonfla dans le ciel. Les maisons furent secouées comme sont secouées les maisons de poupées lorsque des enfants les emportent. Les choses petites devinrent grandes et les grandes choses disparurent. Il fut rapporté par beaucoup que le nuage étincelait comme un brasier et que les blessés bredouillaient l'étrange langue que parlent les enfants quand ils jouent à se prendre pour des étrangers. Je n'ai ni vu ni entendu ces choses. J'étais assise, seule dans ma chambre. Ce matin-là, l'enfant avait remué dans mon ventre comme s'il avait senti la frayeur du monde. À travers les murs de mon ventre, il avait voulu s'enfuir de ce monde. Ma tête était penchée tandis que j'écoutais. J'étais si préoccupée que je n'entendis pas les explosions. Et sans m'en rendre compte, j'entrais dans la mort. Les spasmes de mon corps écrasaient l'enfant. Ma chair s'ouvrit en éclatant et le jeta dans la fournaise qui brûlait ma maison. Quand les fusées détruisirent le monde, tout se mit à siffler. Toute surface dure et toutes les arêtes solides sifflèrent. Les orifices des flacons pharmaceutiques et les flacons de whisky, les corniches le long des cours de justice, les immeubles du bureau, les fissures dans le roc sifflèrent dérision. Et à l'instant où cessèrent les crisements de pneus, les bancs sifflèrent à travers les fenêtres disloquées. Des portes, des chaises roulantes, certains vides, d'autres transportant malades et infirmes, sifflèrent tandis que très haut et survolaient les grandes plaines. Les montagnes sifflèrent. Les derniers soupirs sifflèrent depuis la bouche des morts, et tandis que la chair brûlait sur leur visage, les crânes sifflèrent. La terre siffla. Dérision. Dérision finale à l'adresse du roi de la création. Dérision. Dérision. Cela noya le bruit des explosions et les derniers cris des maîtres du monde. La terre entière siffla. Dérision à l'adresse du roi de la création. Voici l'enfant que mon ventre a jeté dans les flammes. Maintenant, nous allons montrer des scènes de la vie que je n'ai pas vécues. Si ceux qui arrivent paraît-il que des êtres humains ne puissent pas permettre que quelque chose arrive, c'est que vous n'avez pas lu les histoires de votre temps. Unité 2, apprendre. Je vais attendre dans le coin de la cour et l'arrêter quand elle quittera l'école. Sors avec moi ce soir. On t'a pris un lapin? Non, Bah alors pourquoi me demander si tard? t'arrêtes pas de te défiler. On irait. En boîte. En semaine? Aucun intérêt. Il y a des bons groupes le mercredi. Pendant les cours, un lance-flamme parcourait mon corps. Mes nerfs sont entièrement brûlés. Je n'ai rien senti. La flamme me tapotait comme un doigt pour attirer mon attention, et puis elle montra la terre. À qui d'autre as-tu demandé? Il y aura que nous deux. Oh, tu t'es craché dessus. Sur ta veste. Sur sa manche. Pardon, j'ai pas regardé où je crachais. C'est tout visqueux. Réviens. T'es dégueulasse. T'as un Kleenex? Non, Je vais déchirer une page de mon cahier. je vais te raligner. Un Je Kleenex? suis pas une pharmacie. J'enlèverai la page opposée de mon cahier. Comme ça, le professeur ne verra pas que je l'ai bousillé. Je ne vais pas vous faire avoir d'ennui. Je voulais cracher par terre. Et il va te reprocher de t'être mis sous son crachat. Le papier est trop raide.
Ça n'absorbe pas. Tu enfonces la morve dans le tissu. Vous êtes dégueulasse. Il faut aller par saccade. Séparer les bouts. Prendre plus de crachats à la fois. Ne t'attends pas. N'y touche plus avant de rentrer chez toi. Prends le papier, plie-le pour racler avec les bords. 6 heures, ça te va? Et après, je rentre. Il y a toujours des bons groupes dans cette boîte. Ne jette pas le papier par terre. Tout le monde va le remarquer. Eh oui, mais je vais aller aux toilettes. J'ai passé ma vie à assembler les pièces d'un puzzle. C'était fini et je regardais l'image. Alors, un ami a cogné à la table. Les pièces du puzzle s'envolèrent comme volées de moineaux dans les airs et retombant, reformèrent l'image. Mais l'image est différente. Une balle m'a traversé le cerveau de part en part et a laissé une traînée de brume dans le ciel. Pourquoi êtes-vous assis dans les toilettes? Excusez-moi, monsieur. Le proviseur interdit qu'on traîne dans les toilettes. Oui, monsieur. Ne me dites pas que vous avez découvert comment on pense et que vous êtes venu vous entraîner ici, au calme. Dans la cour, Qui vous a craché dessus? mais c'était un accident. Alors pourquoi êtes-vous assis tout seul dans les toilettes? Une balle me traversait le cerveau de part en part. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Tu dis que le crachat est arrivé sur toi accidentellement. Tu es innocent dans cette affaire. Oui, monsieur. Alors c'est de la complaisance de ruminer comme si tu étais coupable. Tu n'es pas un martyr. J'ai remarqué que souvent tu te donnes des airs. Si ça se reproduit, ce sera mis dans ton dossier. Qui t'a craché dessus? Robinson, monsieur. Sur quelle partie de toi a-t-il craché? La manche. Oh, répugnant! Il faut que tu ailles voir Robinson et que tu lui dises que c'est contre les règles de l'école de cracher à l'intérieur des bâtiments de l'école ou dans la cour de l'école. Cracher n'est ni hygiénique ni bien élevé. Et davantage, cela peut conduire à des situations incontrôlables. Avec ce crachat, tu aurais pu perdre le droit à mon amitié. Après cela, tu le cracheras sur la manche. Ensuite, vous vous serrez la main. Mais je ne sais pas si en fait... Robinson arrive, cherchant quelque autre coin immaculé pour faire assaut de son ubiquistique saliva. Je vais observer depuis la salle de réunion. Mon ami avait oublié qu'il m'avait craché dessus. Il se demandait comment faire pour que la fille prenne le chemin le plus long et passe par le parc en rentrant de la boîte. C'est contre les règles de l'école de cracher dans les bâtiments de l'école ou dans notre cours de récréation. Ce n'est pas sain et démontre du mépris envers la sensibilité d'autrui. C'est mon devoir de t'aider à te libérer de cette mauvaise habitude que tu as prise durant ton enfance. Je n'avais pas encore appris à haïr. C'est un savoir auquel on accède dans les écoles supérieures. Jusque-là, je connaissais seulement le fondement de la haine, la peur. Nous nous sommes donné des coups, comme deux hommes pris dans le cylindre d'une bétonnière se donneraient des coups, en cherchant seulement à arrêter la rotation du cylindre avec leurs bras et leurs jambes. L'effort du combat nous fit suer. Tandis que nous nous agrippions, chacun put sentir la sueur de l'autre. Une odeur de poussière. Unité 3. Amour. Il est beau. Ses jambes sont fines comme les arbres courbés par la brise du printemps sur les collines au-delà de la ville. Sa poitrine est vaste comme les champs et dans ses bras se tient la plénitude de l'automne. Son regard est aussi pénétrant que le gel pour déceler l'approche des ennemis. Tu es beau. Tes mains se lèvent aussi sûrement que celles d'une femme de ménage frottant la table de la nouvelle maison de sa fille. J'aimerais que nos enfants héritent de ta beauté, afin, quand ils seront grands et moi vieille, que je puisse te voir sourire de nouveau avec la joie d'une vieille femme. Ton sourire brille avec les lumières de la ville. Je place ma main sur ton ventre, où chaque poil est le diagramme d'une danse. Mon sang pue! Flaque sur sol d'usine! Acide! Mes bandages sont brûlés par l'acide! Les mots arrachent mes dents, les souches de vieux arbres.
Elles s'entrechoquent dans ma bouche. Je 2D. Je les crache et compte. La fin du monde. Et mon amour n'est pas égoïste. Tu rends toutes choses belles comme toutes choses qui brillent au soleil. Les gens font leurs achats comme s'ils cueillaient un fruit du paradis. Et même les cactages des imbéciles s'imprègnent du sang sur les chansons d'enfants. Je prends ton corps dans le mien comme un arbre dévorant son propre fruit. Bandage, chiffon, pourri dans le sang. J'essaie de m'étrangler moi-même. Ils se sont déchirés. Le bruit de rire. Au lit, j'ai remarqué ta chaleur. La chaleur de tes jambes est différente de celle de ton cou. Et la chaleur de devant ton cou est différente de celle de derrière. Quand je te vois, je souris comme souriaient les déesses quand elles recevaient de beaux effets de mon sacrifice. Je te regarde assembler les fils, le bleu, le vert, le jaune et le marron, sur les bornes de la prise électrique, et tu fais croître en moi des fleurs sur mon visage. Unité 4. Manger. Je ne trouve pas mon livre. Tu l'as perdu dans le bus? Je ne l'ai pas pris dans le bus, je n'aime pas lire dans les bus. Alors il est encore ici. Essaye de te souvenir où tu l'as mis quand tu as fait le ménage. Tu fais une règle de ne jamais toucher à tes livres. Si c'était un livre de bibliothèque, le nom de la bibliothèque aurait été écrit dedans. Si tu l'avais laissé, on l'aurait renvoyé. Donc, si tu avais signalé la perte au bibliothécaire, tu aurais appris qu'on l'avait retrouvé. La couverture était verte. Mais c'était chaude. Merci. Si j'étais pas assez intelligent pour savoir de quelle couverture était le livre, j'aurais sûrement pas essayé de savoir ce qu'il y avait dedans. Tu me donnes souvent l'occasion de te regarder en train de lire tes livres. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de noter la couleur de leur couverture. Quand elle change, tu as acheté un nouveau livre. Un livre ne peut pas s'envoler. Achète-en un autre. Tu manges pas? J'ai plus faim. J'avais faim et maintenant j'ai plus faim. Maintenant que j'ai préparé ton assiette, je suppose que tu t'attends à ce que je rate ton repas pour tout mettre à la poubelle. Tu peux te permettre ce luxe parce que je me bats tous les jours pour payer ce qui est indispensable. Achète tes livres si tu dois lire. Et ce n'est pas juste de gâcher un bon repas quand je me suis battue pour l'acheter. Je t'ai seulement demandé où est-ce que t'as caché mon livre. Tu discutes, hein. Tu mérites bien de perdre l'appétit. Entendre tes grognements ne me rendra pas l'appétit. Tout ça pour un livre dont la couverture était verte. Si tu ne manges pas ton pain, c'est moi qui vais le manger. Je croyais qu'il n'y avait que les enfants pour brouder ce qu'on leur donne à manger. Allez, mange! Mange-le par terre, mange! Toi aussi, mange! Mange! Allez, lèche par terre! Maintenant que la nourriture est bonne achetée, tu es content? Si tu veux te conduire comme un porc, vis comme un porc. Peut-être que ça deviendra plus intéressant de te parler. Tu te conduis comme un monstre! L'écureuil roussi saute de l'arbre en feu à travers la fenêtre cassée. Il est pris dans la chambre en feu. Sa fourrure enflammée répand le feu qu'il fuit. Ses pitoyables cris. Je ne nettoierai pas derrière toi. Chaque jour, nous brisons le serment que nous faisons en naissant à la raison humaine. Même en enfer, marcher la tête haute. Bientôt, nous allons faire des erreurs et nous allons déchirer des pages du dictionnaire. À chaque goutte de pluie, nous contractons le mal glacé qui nous emportera. Bientôt, nous mettrons le feu à des camions de pain devant des enfants affamés sur la plage du camp. Et pour finir, nous irons même chez les malades, démonter pierre à pierre leur pitoyable maison. Recommence une seule fois, je ne fais plus la cuisine. Si tu ne peux pas te contrôler, il faudra me crier dessus. Mais nous ne pouvons pas nous permettre ce gâchis. Comme la nature ne détermine pas ce qui peut nous rendre furieux, nous nous déterminons nous-mêmes en autorisant certaines choses à nous rendre furieux. Si nous les choisissons mal, nous sommes mal instruits. Nous sommes aveuglés par la colère, même quand nous sommes des plus calmes. Unité 5. Vendre. Je suis l'acheteur. Le registre des naissances indique la naissance de votre enfant. Il est maintenant en âge d'apprendre à parler. Je suis venu pour l'acheter. Laissez-le nous encore un peu. Il est trop petit pour être vendu. Vous voulez qu'il grandisse, qu'il soit fort d'un caractère bien trempé. Et nous lui donnerons tout ce qu'il faut. Contrôle sanitaire et entraînement à la discipline. Nous lui apprendrons à bien penser et à se comporter comme il faut pour être bien accueilli par la communauté. Ah, nous pourrions lui trouver du travail. S'il n'en a pas,
il aura davantage besoin de nous, Vous n'allez sûrement pas le priver de notre aide. ni de notre protection. Je ne vous attendais pas si tôt. L'entraînement doit commencer tôt pour avoir son plein effet. Vous serez assez payé pour le nourrir et le vêtir. Il y aura même des jouets. L'enfant ne saura pas qu'il a été vendu. Mais si vous attendez qu'il soit plus vieux pour le vendre, il pensera que vous l'avez traité comme si vous en étiez propriétaire. Il y aura des dissensions dans la famille. J'espère que vous ne faites pas partie de ces parents mal informés qui laissent pousser leurs infortunées progénitures comme des plantes sauvages. Car quand arrive enfin l'heure de vendre de tels enfants, ils souffrent autant qu'un animal enfermé dans des boîtes de conserve sur les étalages d'un supermarché. Certains peuvent n'être jamais vendus. Ils sont éparpillés comme des haricots secs sur le sol d'un supermarché et aucun acheteur ne peut les rassembler pour les faire peser et savoir leur prix. Combien? D'après son pédigré, il est de bonne souche, C'est votre seul produit. pourvu que les tests de sélection, Il est parfait, cœur et membre. 20 ans de subsistance. Et vous le prenez pour la vie? Dans 20 ans, il aura son propre enfant à vendre. Et s'il n'en a pas? Alors, il lui faudra trouver celui de quelqu'un d'autre. Dans sa situation, ce sera à lui de trouver quelqu'un. 20 ans. J'ai consulté mes fiches avant de fixer mon prix. Elle montre que vous avez été vendu pour 20 ans et votre femme 18. Il y a eu des luttes sociales. Maintenant, les gens ont des droits. Nous vivons dans un pays libre. Il n'y a pas de liberté si on ne peut pas fixer soi-même un prix. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le marché. Les prix sont fixés par les acheteurs. Si c'est trop cher, on ne prend pas. Vous savez, il existe des systèmes de crémation de type très variés pour disposer de la marchandise invendable. Elles peuvent créer des risques pour la santé si on les laisse traîner. Prenez les 20 ans. La situation économique est instable. Les prix vont chuter. Va chercher notre fils. Ne les laisse pas pour moins de 23. Vous savez, avec l'argent que je vous offre, vous pourriez vivre avec plus de confort que vos parents. Le chemin est long pour arriver au terme de 20 années. Qui sait si d'ici là, il y aura encore quelqu'un ici. Vous risquez l'avenir de votre fils pour 3 ans qui risquent de ne jamais apparaître sur aucun calendrier. S'il est tout ce que vous dites qu'il est, votre fils sera lui-même un acheteur. Mais alors, quand il lira mon rapport sur cet entretien dans les archives, il répudiera sa famille. Encore pire, imaginez que la liste des candidats à un poste de haute direction se réduise à votre fils et à quelqu'un d'autre. La non-coopération des parents avec l'État entrerait comme un paramètre décisif dans le choix de l'ordinateur. Le bon citoyen préfère servir plutôt que d'être servi. Donc vous allez le dresser à penser ça? Certainement. Et donc il ne protestera pas, n'est-ce pas? Ses opinions seront formées avant même qu'il sache sur quoi il doit avoir des opinions. La vie pourrait-elle être plus libre de tout souci? Il a été l'un des premiers de sa fournée à avoir été dressé. Ne crie jamais pour manger, ni ne bava près. Sa couverture était si propre qu'on aurait dit un costume 3 pièces. Un jour entier passait sans qu'elle ne soit marquée d'un seul pli. Parfois, ça paraît bizarre. Le journal dit qu'à la cour de justice de Birmingham, un vieillard s'est vu infliger 23 condamnations à vie pour avoir volé leur sac à provisions à des vieilles dames. Il a été arrêté à l'endroit où il commettait son dernier délit. Les batteries de son fauteuil roulant étaient à plat. Son sourire vaut bien 3 ans. Le Premier ministre pourrait demander à son chauffeur de s'arrêter afin que mon fils soit photographié debout sur le trottoir, souriant vers l'intérieur de la voiture officielle. Un chercheur a trouvé le moyen de traverser l'écorce terrestre avec des obus, ce qui permet de gagner les quelques secondes auparavant perdues en suivant la courbe de la Terre. Et au moment de recevoir la médaille du mérite... Nous prenons les 20 ans. Enfant, je te nomme bien. C'est pour le mieux. Mais si les tests de sélection sont bons, vous pourriez peut-être... Mes jours sont faits de vente, je dois y aller. Je prends seulement la page centrale. La Playmate a une date plantée dans la poitrine. La semaine dernière, ils ont photographié le gagnant du numéro de la chance qui mettait le feu à la blonde au si joli sourire. Elle était trempée dans l'essence. Ils sont si gourmands qu'ils se bourrent la liste de nourriture. Les gens meurent de faim et le ventre des greniers éclate. Dans les fermes militaires, des montagnes de poissons pourrissants s'élèvent au cœur des bassins noirs, sous des montagnes de mouettes hurlantes. Mais moi, qui n'ai jamais connu le lait, je parle de ce temps où la nourriture et ceux qui la mangent sont consumés à un seul feu. Unité 6, travail.
Le monstre. Travail. Une femme est coincée sous la poutre. Le fils entre. Le fils. Une femme a pénétré au centre de la ville en ruine. Le mur d'un entrepôt désaffecté s'est effondré. Une poutre en béton tombée du mur l'a clouée sur le pavé. La femme. À l'aide! Le fils. Tous les jours, on entend des appels à l'aide dans cette partie de la ville. Personne n'y répond. Souvent, la personne qui crie n'est qu'un appât. Même si ce n'est pas le cas, les gens disent que ceux qui vont dans un endroit aussi redoutable n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas venir dans un but légitime puisqu'ici, rien n'est légal. Le centre de la ville repose en dehors de la communauté humaine, et donc aucune aide ne peut leur être accordée. Ils reposent, ouverts sous le ciel comme un cercueil brisé. Et des murs sointent la poussière et les odeurs de moisie de l'exploitation qui a commencé avec les tailleurs de pierre et les bâtisseurs de murs. La femme. Aidez-moi! Le fils. J'ai vu de loin, le mur s'écrouler et la femme enterrée dans son linceul de pierre. Je la connais, c'est une amie. Le fils se dirige vers la femme. La femme. Dieu merci, un ami est venu. J'avais peur que mes cris n'attirent des assaillants. Ils m'auraient volé et tué ensuite pour que je ne puisse pas témoigner contre eux. Aide-moi, je ne pourrai plus supporter très longtemps le poids de cette poutre en béton. Le fils fait semblant de soulever la poutre. Le fils. Comme c'est lourd! La femme. Je supporte ce poids. 2 personnes devraient pouvoir le lever. Si on le lève de 10 cm, je pourrais m'extraire en rampant. Le fils. La poutre est trop lourde pour nous. La La femme. femme. Vite, je n'ai plus de force. Lève avec moi quand je te le dirai. Lève! La femme et le fils soulèvent la poutre. Ils s'arrêtent de soulever. Le fils. La poutre est trop lourde. La femme. S'il te plaît, aide-moi. Le fils. Non, laisse-moi aller chercher de l'aide. À 2 ou 3, on pourrait soulever la poutre. La femme. Tu diras au premier que tu rencontreras de ne pas venir dans cette rue parce que d'autres murs vont s'effondrer. Prends le boulot, je ne peux rien faire. Vas-y, va parader à l'usine sans ressentir plus de honte qu'un chien qui pisse dans la rue. Personne n'arrive à rien dans cette ville s'il ressent de la honte. Mais envoie n'importe qui pour m'aider. Même si ses mains sont encore humides du sang de ses parents, il ne sera pas aussi cruel que toi. Le fils, je regarde anxieusement la rue vide. J'ai peur que quelqu'un vienne. Je vois mon père au coin de la rue. Il vient vers moi. Le monstre entre. La femme. À l'aide! Le monstre. Quelqu'un appelle à l'aide. Pourquoi restes-tu ici, les bras ballants? Le fils fait un pas pour s'interposer entre le monstre et la femme. Le fils. Père, une femme est piégée sous les décombres. La poutre tient sur les débris qui sont tombés. Si on bouge la poutre, les débris vont être déplacés et la poutre va l'écraser. Cours chercher la sécurité. Ils apporteront des engins de levage. Je vais rester avec elle pour être sûr qu'on ne lui vole rien. Le monstre s'approche de la poutre. Le monstre. La poutre n'est pas lourde. À 2, nous pouvons la soulever. Heureusement que je suis passé par là. Le monstre essaie de soulever la poutre. Le fils. Il y a du travail à l'usine au bout de la rue. Un boulot à prendre. Cette femme et moi, nous le voulons. Elle a une meilleure qualification. Si elle a une incapacité de travail pendant quelque temps, j'aurai le boulot. La femme. Votre fils était mon ami. Le monstre. Tu laisserais une amie avoir une jambe cassée pour avoir du travail? Monstrueux. Le monstre s'efforce de soulever la poutre. Le fils. Père, c'est ma dernière chance de trouver un travail. Sans travail, je suis un exclu. La communauté ne me laissera pas le pouvoir de diriger ma vie. Qu'as-tu fait pour moi? Une école débile, apprentissage pour rien, des années d'enterrement sous les décombres. Père, cette femme n'est rien pour toi. Je suis ton fils. J'ai droit à ton aide. Le monstre grogne. Mais si sa jambe casse, elle pourrait devenir infirme pour le restant de ses jours. Même si elle s'en remettait, elle souffrirait beaucoup. La femme. Aidez-moi. Je vous remercierai. Je ne prendrai pas ce travail. Le fils s'adressant fielleusement à la femme. Si le pêcheur rejette le poisson à l'eau, le poisson ne lui rend pas son appât. Le monstre laisse la poutre et déambule douloureusement. Le monstre. Si tu t'en vas, il se pourrait que demain, tu entends parler d'un travail encore plus intéressant. Alors tu regretteras ta cruauté. La femme. Ma jambe. Elle me fait mal. Le fils. Pourquoi devrait-elle avoir le boulot? C'est un hasard si son cerveau vaut mieux que le mien. Comme c'était un hasard que la poutre lui tombe dessus. À 5 minutes près, elle me serait tombée dessus. Le fils lève le poing pour frapper son père. La femme. Ma jambe, elle se brise. Le monstre. Le monde n'est pas juste. La justice est faite par les hommes. Si je fais ce qui est juste, j'ai la force de 1000 hommes. Le monstre va vers la poutre. Il la soulève au-dessus de sa tête et il se pose triomphalement. La femme et le fils le regardent.
instantané héroïque, qui se défait à mesure que la femme parle. La femme. Je contemple le visage de celui qui m'a aidé. Sans y penser, nous nous sourions. Il se tourne pour contempler son fils, et comme il sourit, son front se plisse et forme une grimace. Il n'est pas facile d'être juste dans un monde injuste. Le fils, vous direz que mon père est bon et que je suis mauvais? Non, l'aumône qu'on paye aux chômeurs garantit seulement qu'ils sont tous obligés de continuer à chercher du travail. Le gouvernement règne en créant 2 classes de citoyens. Je suis du 2e choix, je n'ai pas de travail. Je ne peux pas me comporter comme si j'étais du 1er choix. La femme. Quand le mur est tombé, je me hâtais vers l'usine pour demander le poste vacant. Dans ma hâte, je vis la fumée s'élever au-dessus des cheminées de l'usine. J'y reniflais l'air pour sentir l'odeur et je salivais comme fait saliver le spectacle de ceux qui mangent. C'est pour cela que je n'ai pas entendu le grondement annonciateur du mur et je me suis fait prendre. Le monstre. Quand les temps sont au mal, il devrait être humain de faire le bien. Mais quand les temps sont au mal, on ne peut plus faire le bien. Quand il y a trop peu pour tous, donner à l'un, c'est prendre à l'autre. 10 enfants nus sont agglutinés sous un seul drap. Les parents tirent le drap pour le tendre et couvrir tous les enfants. Mais le drap est déchiré en lambeaux, emporté par le vent. Ceux qui voudraient changer le monde par bienveillance devraient savoir. Là où la bienveillance est la plus nécessaire, elle ne peut plus être accordée. Lorsque le riche donne 10 francs au pauvre, rentre dans la maison du riche et vole tout ce qu'il a de plus que le pauvre. Le riche offre un repas au fils du pauvre, prend le fils du riche et ne le rend pas à son père jusqu'à ce que le fils du pauvre soit nourri tous les jours. Comment pourrait-il y avoir une justice autrement? Le temps d'accourir, avec la charité du riche, le pauvre est déjà mort. Unité 8, l'armée. Je suis l'armée. Les jambes, Des tanks. les bras, Des fusils. ma tête, Nucléaire. mon tronc, Une bombe. je suis L'armée. je suis L'armée. mon souffle, Toxique. mes yeux, Les radars. mon pouls, Électronique. quand je parle, Une sirène hurle. je suis L'armée. Quand un soldat lance une grenade, que voit-il? Un corps explose comme une bouteille contre un mur. Quand un soldat tire une balle, que voit-il? Des entrailles répandues comme les vêtements d'une valise. Quand un soldat transperce un ventre, que voit-il? Du sang, de l'eau, du sang gicle comme l'eau d'un tuyau d'arrosage. Quelle est la récompense du soldat pour son adresse? Le plaisir de voir comment il tue. Je suis l'armée. Mes pieds sont sur la terre. Ma main touche la lune. Ma tête se perd dans l'espace. Ne j'évite pas la peur devant moi. Ne me plaît pas pour le genre humain. Ne me Montre montre pas pas la terreur des enfants. Je suis l'armée. Je chie sur la terre depuis la stratosphère. Je me torche le cul avec la liste des morts. Inclinez-vous et adorez-moi. Inclinez-vous et adorez-moi. Unité 8. Nul ne peut délibérément renoncer au nom d'humain. Nul ne peut délibérément renoncer au nom d'humain. Lorsque mon fils atteignit l'âge auquel je l'avais engendré, il avait tant de fusées que le monde ressemblait à un hérisson. La sécurité était si importante que tout le monde était suspect. Même en dormant dans leur silo, les fusées détruisaient les sociétés qu'elles prétendaient protéger. Personne ne t'a vu entrer dans la maison? Pourquoi? Elle serait signalée comme la maison d'un soldat. Pourquoi porter une arme dans la rue? Pour nous protéger des gens comme toi. Strangler le de ta mère. Mon fils, tu t'en vas. Une opération en cours. N'en parle pas maintenant. Tu as mangé? Rien depuis hier. Je croyais qu'on mangeait dans l'armée. Ces crevés de civils ont pris nos camions en embuscade et volé notre bouffe. Viens à la cuisine, je vais te préparer un repas. Il fait des choses dont il ne peut même pas parler à ses parents. Il est allé dans l'armée parce qu'il n'avait pas de place dans le civil. Tu l'en as empêché.
Dénigrer les soldats est un crime qui relève de la loi martiale. Tu es de l'espèce qui se range du côté de la crevure de populace, d'escrangler de ta mère qui nous tire dessus et tu râles parce que nous sommes armés. Ça suffit tous les deux! Y a rien qui va de travers chez lui qu'on pourrait pas remettre au droit avec une bonne autopsie. S'il ne fait pas ce que l'armée lui décide de faire, il serait fusillé. Tu peux changer ça? J'aime l'armée. Quand on est soldat, tous les problèmes sont résolus pour l'entraînement. Tuer ou être tué. Pas d'excuses, pas d'explications. Chaque engagé a été envoyé dans son quartier pour abattre en crever des civils. Il choisit qui? Prendre des décisions difficiles. Tester ses possibilités. Se connaître soi-même. Quand on a des viseurs dans les yeux et des gâchettes à chaque doigt, on peut s'appeler un soldat. Tu ferais ça? Par bon sens, ouais. Tu crois que maintenant c'est la famine? L'année prochaine, vous aurez tellement faim que vous serez comme ces crevés de cadavres qui bouffent les coups de leur cercueil et qui cherchent autre chose à bouffer. Les rues seront silencieuses comme un cimetière où les soumets forment un cortège et où les crevures de cadavres en fait de silence. Après ça, quelques rafales suffiront à mater les émeutes de la faim. Au fond, l'armée fait cela pour le bien public. Il ne reste que 2 familles dans le quartier. Nous et un vieux couple au coin de la rue. Il les connaît depuis qu'il est tout petit. Nous ne sommes pas obligés de choisir. Les ordres stipulent qu'on peut laisser le choix de choisir à l'officier. Non, non, non! Il me choisirait ou bien ton père, pour te punir de ta lâcheté. S'il ne choisit pas, l'officier ne demandera même pas s'il reste quelqu'un dans le quartier. Il nous abattrait tous les deux pour le punir. Il y aurait 2 tués au lieu d'un seul. Nous vivons comme des prisonniers dans des cellules des condamnés à mort. Chaque jour en face de la mort. Avant, il y avait des espaces entre les barreaux. Ils les ont bouchés. Peut-être qu'il vaut mieux mourir. Et si c'est moi qui les abatte? J'espère que ça pourrait être moi, mais ce qui se passe, je sais pas rien. Alors c'est toi le monstre, et pas notre fils. Pauvre enfant, je ne te blâme pas. Jamais, jamais je ne le ferai. Si tu le pouvais, tu aiderais ces gens. Tu étais un enfant gentil. Maintenant, ton visage est comme la pierre au sommet d'une montagne. As-tu dit à l'officier que tu te rendais au coin de la rue? Non. Si tu lui avais dit, tout serait arrangé maintenant. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi n'es-tu pas directement allé au coin de la rue? Je ne sais pas. C'est bête. Vite, va et fais-le. Oui, mon enfant. Je vais t'aider. Je serai avec toi comme quand tu étais petit. J'irai avec toi jusqu'au coin de la rue. Non. Oui, tu es très élégant. Prends ton fusil. C'est l'heure du couvre-feu. Ils seront chez eux. Reviens vite. Il ne tuera pas la femme. Le vieux est malade. Il ne tiendrait pas 2 jours en cas de famine. C'est lui. La vie ne nous appartient pas. Elle appartient à des sauvages. C'est pour ça que nous sommes cruels. Je vais préparer le repas, puis nous le servirons en premier. Et alors nous prendrons place à table et mangerons avec lui comme s'il ne s'était rien passé. Si on peut faire cela, c'est un jour ordinaire. Le toit est au-dessus de nos têtes, les murs ne brûlent pas. Si on n'a pas appris à rester à table pendant que les meurtriers marchent dans la rue, alors on ne sait pas comment nos voisins ont dû vivre pendant des années. S'ils me mettent un pistolet sur la tempe, je continuerai à faire la vaisselle, comme s'il n'était pas entré dans la maison. Comment pourrions-nous vivre autrement? Quand nous étions enfants, nous appelions cet endroit la maison qui se tient au carrefour des 3 routes. Madame Allison, c'est le fils de votre voisin, le soldat. Ouvrez la porte. Je peux entrer? Non, je ne vais pas m'asseoir. Vous devez sortir comme chaque semaine pour aller toucher vos indemnités? Ça ira si vous vous dépêchez. Ne vous arrêtez même pas pour des gens que vous connaissez. Et monsieur Allison, il est allé à l'hôpital? Non, sa cravate. Il n'y a que les officiels pour porter les cravates. Votre génération essaie de conserver les traditions. 10 ans que je n'ai pas joué dans la rue remplie de fleurs. Aujourd'hui, il serait plus sûr de jouer dans un champ de mines. Dieu merci, le gouvernement parque les enfants. J'imagine que tous ces changements vous laissent perplexes. Les jours anciens ne reviendront pas. Vous êtes fatigués des nouveaux. Tu peux tirer maintenant qu'ils sont calmes. La chambre semblait plus grande quand j'étais petit. Je pourrais toucher le plafond. Ma mère. Pourquoi tu ne tues pas? Fais la cuisine, il est tard. Il serait là, gisant, comme un imperméable dans une braderie, pour être acheté par n'importe qui. On le passe, on se regarde dans le miroir. C'est encore l'étranger qui le porte. Ma mère m'a dit de me dépêcher.
verrouiller la porte derrière moi, pour que même moi, je ne puisse plus entrer. C'est bien. Tu n'as pas laissé refroidir le repas. Tu veux te laver les mains? Les supermarchés ont des soldats pour garder les boîtes de conserve. J'aimerais revoir une casserole pleine. Je devrais y aller et veiller avec elle. Tu lui as dit de sortir, mais elle est revenue quand tu as tiré. Si j'étais sûre qu'elle vienne, je lui demanderais de venir ici. Elle ne me parlera pas, ça passera. Elle faudra qu'elle s'y fasse comme pour le reste. On vit avec ce qu'on peut, comme les abeilles qui tirent leur miel des fleurs sur un tas d'ordures. Papa, je n'ai pas pu le tuer. Il était vieux. Ses os étaient aussi faibles qu'une barrière brisée. Quelques bouts de bois éparpillés sur un lopin de terre. Même pas de quoi se protéger du chat à trois pattes. Il est mort. Tu es fou. Il est revenu pour nous tuer tous. Où est ce soldat? Pourquoi a-t-il tué son père et pas l'étranger? Où soit-il comme la première cruche qui contient l'eau, le premier mur dressé immobile comme un animal en arrêt? Dans les rues, les massacres ont commencé. Un fil de nuages traîne dans le ciel. Reste assis un moment, et puis va dans les ruines où sont les hommes. Unité 9, funérailles. Vous qui vivez en des temps barbares, sous l'autorité de ceux qui ont le rouge sur les mains, le noir dans le cœur et l'ignorance dans l'esprit. Cet âge est passé avec les armes nouvelles. Si nous avions vécu, nous ne serions pas satisfaits de vos stupidités barbares. Nous aurions appris, chaque jour, des petites choses et des grandes, quand la pensée s'étend dans le ciel comme un étendard. Vous nous avez tués au nom de la liberté. La démocratie n'est pas le droit de vote, mais la liberté de savoir et la connaissance basée sur le fait de savoir. Votre démocratie est le moyen de supprimer la vérité et de jeter la liberté en prison. Quelle est la liberté que vous m'avez laissée? 2 poignées de cendres. Où est la liberté là-dedans?